Chuck One, DCM, 1985-2022, hip-hop 360 degrés. On va voir un peu l'exposition qui a conçu notre histoire, notre mémoire. Là, ici, là, tout de suite, on voit quelques dates phares de la naissance du hip-hop en France, surtout, plus particulièrement, comme le terrain vague à Stalingrad, à la porte de la Chapelle. À gauche, on voit un plan qui nous explique un peu les différentes expressions du hip-hop, avec le double dutch, avec le funk style, avec le rap, avec le graphe, avec le beatbox et autres. Et là, exactement, on a des dates phares du mouvement en France qui ont permis cette émancipation, l'éclosion de ce mouvement hip-hop. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les groupes qui ont ramené quelque chose au niveau du rap, comme NTM, IAM, La Clica, Assassin et autres. Et là, les dates phares des choses au niveau mondial, mais aussi au niveau parisien, puisque quand même, comme je disais tout à l'heure, honneur et respect pour les Américains et longévité et détermination pour la scène française, le hip-hop français. Ici, on arrive dans une partie qui est quand même très symbolique, c'est la naissance de cette culture hip-hop aux États-Unis, plus particulièrement dans le Bronx. Et puis, c'est surtout déjà au niveau du style, au niveau des personnages, les gamins et le niveau des danses et tout ce qui se dégageait de ce mouvement hip-hop, comme les précurseurs en DJ comme Cold DJ Herc, Grandmaster Flash et autres. Et surtout, la naissance aussi de la Zulu Nation avec Afrika Bambaataa. La naissance de cette Zulu Nation, de ce mouvement dans le Bronx aux États-Unis au début des années 70, avec des photos montrant les scènes de vie quotidienne exactement de ces mouvements. Voilà, on les a là. Et c'est ce qui symbolisait un peu cette insouciance de ce mouvement qui est issu des ghettos américains, mais en même temps qui avait une forme dans cette forme d'inconscience, il y avait toute une joie, toute une puissance luminaire qui jaillissait de ces regards, de ces mouvements et puis aussi de ces expressions corporelles. Voilà, parce que c'est ça aussi qui détermine le hip-hop, les expressions corporelles. Et quand on le voit sur ces photos, ces gamins, que ce soit dans la misère ou autre, parce qu'il y avait cette misère sociale aux États-Unis qui existait, en fin de compte, dont Basquiat, beaucoup en parlait dans ses œuvres aussi, voilà. Mais en même temps, à travers cette misère, il y avait cette forme de dignité et ce mouvement qui allait permettre cette reconnaissance après le mouvement des droits civiques, après tout ce qui s'était passé, Martin Luther King, Marcus Garvey, Malcolm X et tous ces grands leaders, voilà. Mais il y avait aussi ce mouvement hip-hop dont les Black Panthers Party aussi ont quand même fait quelque chose pour pouvoir être dignes de leur peuple et donner à manger et constituer un mouvement politique, mais tout ça aussi issu d'idées et de livres et d'écrits de Frantz Fanon, qui a aidé les Américains à concevoir cet Antillais martiniquais, qui a aidé quand même énormément. Voilà. Et c'est marrant parce que dans ce mouvement aussi, on trouve cette dignité et ces écrits de Frantz Fanon quelque part. Voilà, parce que aussi, il faut notre reconnaissance internationale, peu importe d'où on vient. Voilà, différents personnages comme Afrika Bambaataa, Herbie Hancock, voilà, qu'on voit dans des photos et qui nous rappellent aussi certains lieux mythiques, voilà. Certains moments inoubliables, voire je dirais mémorables, et comme ils disent les Américains, memory. Quand on voit cette photo avec Herbie Hancock, Grandmaster Flash, Cool DJ Red Alert et autres, ce sont des gens qu'on a vus aux États-Unis, qu'on a vus à Paris, mais c'est des gens aussi quelque part dans notre culture musicale. Pour moi personnellement, qui suis venu des Antilles, quand on sait que les Antillais ont ramené le jazz aux États-Unis, le blues, tout ça et autres, parce que c'est quand même eux qui ont vécu l'esclavage et après en Louisiane et à la Nouvelle-Orléans, mais toute cette tous ces, pour moi, c'est comme je dirais, toute cette culture essentielle ancienne, issue de l'esclavage, de la colonisation, décolonisation, qui a donné naissance à ces ghettos par la suite parce que la condition n'avait pas évolué dans le monde, voilà, et qu'on retrouve aujourd'hui. Et quand on voit ce que ça a créé
musicalement, esthétiquement par le graffiti et autres. Et quand on voit ces images, moi je suis hyper content de revoir Mr. Freeze, très grand danseur de New York dans les années 83. Quand on voit aussi Grand Master Flash, quand on voit tous ces personnages à travers. Et c'est marrant parce que même quand on est en 2022, je me dis que le mouvement old school, il a été vachement important, il a été fondateur de choses. Fasto, Dondi, célèbre graffiteur américain. Ici, c'est marrant parce que on retrouve un peu le graffiti, mais déjà sur toile. Mais quand on pense à Ramelzi qui était quand même quelqu'un issu des ghettos et autres américains, mais qui a, dans la constitution de son œuvre, il ne voulait pas du tout que ça soit victimaire. Il avait un côté musicalement parlant, une conception de l'œuvre qui soit abstraite, mais en même temps avec tout un travail esthétique et qui parle du temps, qui parle aussi de la constitution des choses. Et quand on regarde son œuvre, elle peut faire penser à différentes inspirations contemporaines ou anciennes, peu importe, mais elle reste une œuvre réelle et qui est une œuvre qui parle. Parce que l'apport de choses, l'apport de stratification au niveau peinture, au niveau coupe, des matériaux. Et moi, c'est un des artistes phares américains, moi, qui m'a beaucoup inspiré en tout cas. Voilà, parce que non seulement je l'ai rencontré, le personnage, son style, son travail, et puis c'est quelqu'un rapidement, je dirais rapidement, de par où il est issu, quand il a découvert le graffiti, il en a voulu faire quelque chose, une œuvre esthétique qui parle déjà au monde de l'art contemporain. Fasto, qui a un travail intéressant dans une abstraction de choses imbriquées et autres, qui est un grand, voilà, mais voilà, qui est un des personnages vraiment qui a compté. Fab Five. Ça, on est en train de voir quelque part une chronologie des grands mythes et des grands kings du graffiti américain. La partie musicale ici, ce qui est intéressant, c'est que ça me renvoie un peu à ma jeunesse dans les années 80-90, avec les premiers groupes qu'on a appréciés comme Curtis Blue, comme De La Soul. C'est toute une période du rap, fin des années 80, début des années 90, qui laisse rêveur, quoi, mais en même temps quelque chose qui parle, quoi, voilà. Et même à travers ces albums qu'on trouve là, que ce soit même des Français comme Johnny Go et Destroyman, que ce soit Grand Master Flash and the Furious Fab, White Style, tous les différents groupes qui sont présents là, Lionel D, défunt, vraiment qui est un super type aussi, il ne faut pas oublier la scène parisienne dans tout ça, mais à travers même ces albums, je dirais dans le rap, même avec de l'humour, il y avait des messages. Criminal Minded, DCM, Délire Copain Mortel, Dope Criminal Minded, KRS-One, Bogey Down Production, Public Enemy. Le concert qui a marqué tout le monde, ça a été Public Enemy au Zénith en 87. Et là, inoubliable. Public Enemy au complet. Et le monde tremblait. Fear of the Black Planet. On retrouve une œuvre d'Ondondi ici. Ça fait partie de la naissance du rap français avec la compilation Rap Attitude. Tous les premiers rappeurs français étaient sur ce disque avec Lionel D et Olivier Cachin à la manœuvre. On est sous la période de l'émission Yo MTV Rap un peu, ce qui était une émission personne ne voulait rater à cette période, quoi, parce que c'était l'émission rap sur MTV et
qui nous permettait de découvrir les groupes et d'écouter du nouveau son. Et en même temps aussi, souvent, peu importe, je crois que ça devait être le jeudi ou le vendredi soir, et juste avant de sortir, c'est déjà se mettre dans le bain. Voilà. Et on a aussi, surtout aussi, l'album Ramelzi et Carob, pochette de disque réalisé par Jean-Michel Basquiat américain. Là, c'est toute une série de pochettes déjà. On rentre déjà dans des collaborations rap, graffiti avec Futura 2000, avec Fast 2. Ce sont déjà des collectors à l'image de ce qui va venir à Paris quelques années plus tard, New York City Rap, avec quelque part déjà les premiers rappeurs américains déjà présents sur certaines choses. Five Five Freddy, DST, Fast 2, Futura et autres. Là, je peux me prendre. On est quand même ici avec Madonna en tant que danseuse à la salle Paco Rabanne à Colonel Fabien, avec en arrière-fond un travail de Futura et l'émission HOP, voilà. À cette période, j'ai eu l'occasion d'assister, puis c'était vraiment quelque chose de fort, quoi, puisque ça nous rappelle les débuts aussi de notre histoire et de notre mouvement à Paris. Comme quoi, le rap, quand même, a vu naître aussi des personnages célèbres et des stars mondialement connues, quoi. Ça, c'est une image d'un des concerts au Globo, le Globo Les 120 Nuits, qui a été peut-être le lieu des soirées au niveau vraiment mythique à Paris pendant des années, quoi. El Globo. L'un des maîtres du graffiti, Futura 2000. Ça, c'est toute une série de photos faites par des photographes à l'époque dans différentes soirées. Ça, c'est la salle Paco Rabanne. Il y a eu le Bataclan aussi, exactement, ouais. Exactement, la salle Paco Rabanne, la Grange Obel, là où avait lieu HOP par notre grand frère Sydney. Respect à Sydney et big dédicace pour lui. DJ Chabin aussi. Ce qui est marrant parce que tous ces lieux qui nous ont vus naître dans les années 80, mais moi ça me rappelle aussi parce que quelques années plus tard, j'ai eu mon atelier sur le canal Saint-Martin à la rue de la Grange Belle. Quelque part, on revient toujours sur le lieu de son enfance. Ici, on est devant une pièce de Bando, qui est un mec que je respecte beaucoup, parce que c'est quand même, même si avant, il y a eu quand même la Force Alpha par asphalte qui a posé la première fois sur un métro à Paris, mais Bando aussi, c'est quand même un mec qui a beaucoup fait et qui a contribué à ramener le graffiti en France. Moi, j'ai découvert le graffiti par le mouvement des indépendants, par les traces laissées sur les murs à Pointe-à-Pitre, qui est la ville où je suis né, mais non seulement les Antilles, lieu symbolique dans le monde par rapport à l'histoire de l'esclavage, de la colonisation, de la départementalisation. Et c'est marrant parce que dans le mouvement, au début, il n'y avait pas cette puissance de conscience. Et le fait que moi, je m'en souviendrai toujours d'être arrivé à Paris, d'avoir amené dans ce mouvement la conscience identitaire, le côté engagé, militant et autres. Et c'est important de savoir d'où on vient. C'est comme un pays sans drapeau n'est pas un pays. Et c'est de là toute cette histoire. Et quand je vois aussi même quelqu'un que j'apprécie beaucoup, un mec comme J1, tout son travail aussi dans l'engagement, aussi aujourd'hui, je peux en être que fier d'avoir contribué à créer une école dans le graffiti d'un mouvement qui parle de la conscience et de l'histoire.
Et là, on est devant la fameuse boutique mythique Ticarette, créée par Dan. Voilà, et un travail exceptionnel parce que ça a été un lieu mémorable. N'importe qui venait du monde entier ne pouvait pas passer à Paris sans passer par Ticarette et voir Dan avec les nameplates et autres. Et voilà, les double goose, les blousons peints, voilà, tout simplement mythique, Ticarette. Dès qu'on avait déjà un peu de moyens, on voulait s'offrir quelque chose qui venait de chez Ticarette. Véritable épicentre des b-boys parisiens. Aussi, le hip-hop aussi a servi aux marques comme Adidas, comme entre autres, je parle, une évolution. Je prendrais par exemple quelque chose de symbolique, c'est les Adidas de Run DMC, mais aussi le hip-hop a servi à l'essor économique d'énormes marques dans le monde. Là, on va rentrer dans toute la partie un peu qui est rap, purement et autres. Comme ils disent même, boxe avec les mots, parce que c'est important aussi, parce que le graffiti a pris une reconnaissance rapide, parce que le graffiti a beaucoup marqué les gens par les tags sur les métros, les tags sur les murs. Les gens se sont posés réellement la question pourquoi. Et en plus, après, il y a eu tout un développement personnel et d'univers particulier dans le graffiti. Et ça, ce qui était vachement important parce que je pense que quand même le graffiti a fait énormément avant le rap. Et puis le graffiti, ce qui était il y avait des revendications, des messages et autres, tandis que le rap était vachement concerné sur des choses que je trouvais qui étaient un peu dommage pour les rappeurs, sachant que ces rappeurs, ne connaissant pas leur histoire, et il faut dire ce qui est vrai, parce que beaucoup de rappeurs ici, qu'ils soient mythiques ou pas, étaient nés en France. Ils n'avaient pas vécu dans leur territoire d'origine. Donc quelque part, il est important de se nourrir de son histoire quelquefois, si on veut faire du rap consensuel. Voilà. Ah. C'est pour ça que je dis big respect à des gens comme Mos Def et Talib Kweli. Là, on rentre déjà dans toute la nouvelle génération de rappeurs. Voilà. C'est différent, c'est des rappeurs qui ont quelque chose à dire, mais après, moi je n'ai rien contre, hein, mais je ne me retrouve pas dans leur discours parce que j'ai été imprégné moi par mon parcours de vie et j'ai une connaissance de l'histoire qui a fait de moi un artiste engagé et reconnu, mais que je suis au service des miens dans mon art. Je trouve que leurs raps sont trop autour de leurs personnages, autour de leur cité, alors que leur histoire de leur famille, leur histoire de leur terre d'origine aussi, est aussi importante à en parler. Et ils n'en font pas une grande part, voire une place importante. La période des, j'appellerais ça moi pour rigoler, des DJ cassettes. C'est une période de, c'est révolu parce que la cassette aujourd'hui, mettre une cassette, moi j'ai encore la chance de mettre dans mon atelier quelques cassettes comme ça. J'ai encore même des cassettes de Radio 7 avant Radio Nova. Et ça fait plaisir de pouvoir de temps en temps ne pas mettre en CD ou ne pas mettre de playlist, ne pas quoi ça, de se mettre une cassette et d'écouter le vieux bruit, les vieux enregistrements et puis on va dire le son de l'époque. Voilà, c'est ça qui est important parce que ça vous nourrit et ça vous donne aussi quelque part une nostalgie, mais en même temps cette nostalgie, quand on sait la transformer en création, ça vous permet de savoir le parcours que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est frappant, c'est cette époque des Ghetto Blasters où quand on avait bossé, les premières choses qu'on s'était appropriées quand même, c'était histoire de se déplacer dans le métro. On arrivait dans le métro comme place de Clichy, on donnait des rendez-vous puisqu'on n'avait pas de smartphone, tout ça, avec des copains, sur le téléphone de 2 parents, on disait à telle heure, peu importe ce qui arrive ou pas, mais on trouvait le moyen d'avoir nos Ghetto Blasters et on attendait tout le monde jusqu'à je sais pas quelle heure. Là, c'est quand même tout le matériel au niveau son, ancien comme moderne, qui a permis aussi, non seulement pour les soirées, pour les enregistrements, l'évolution technique du rap, complètement.
Là, on est avec un rappeur que j'apprécie pour ses origines, Kerry James. Après, que j'aime bien son travail, mais comment je dirais ça, qui a une façon pour moi de globaliser les choses et qui a une vision qui n'est pas la mienne. Moi, je suis un activiste. Je suis un activiste né dans la rue, qui ayant vécu sur des terres de guerre, qui est comme aux Antilles, comme en Afrique ou autre. Et puis, je crois qui ont des messages comme quand ils balancent comme hardcore, mais je pense aussi que, comme je disais tout à l'heure, s'ils étaient nés dans ces territoires, ils iraient encore plus loin dans leurs choses. Mais en même temps, ils ont raison d'exister, ils ont fait un sacré parcours aussi, mais il ne faut pas oublier quand même. Là, quand on est quelque part et quand on a la chance de grandir, ça vous nourrit à vie pour tout ce qu'on fait, que ce soit comme expression artistique. Lilian Thuram, comme je dirais, je fais une dédicace à lui par rapport à cette exposition, puisque c'est mon frère et mon pote et un mec de Guada comme moi-même, parce que c'est quand même quelqu'un qui a compris quelque chose. Avant de critiquer un système, il va falloir lire, écrire et s'éduquer. Super, salut, à la prochaine, on se voit bientôt.